Bahsein, Bonjour, Nadia Lemlili. bienvenue à IM6P France. Merci beaucoup. Vous venez de publier votre troisième roman, Ce que je sais de Monsieur Jacques, aux éditions Albin Michel. Vous en avez publié deux auparavant, Le ciel sous nos pas, pour lequel vous avez eu le prix Méditerranée, et La théorie des aubergines, toujours chez Albin Michel. Vous êtes né à Salé, la Corsaire, grandi à Marrakech, la Rouge, installé en France, à Besançon, la ville de Victor Hugo. Vous avez décrit des thèmes d'actualité entre le Maroc et la France. L'émigration, le racisme, la radicalisation religieuse, le mépris des pauvres, ceux qui sont de l'autre côté de la barrière, toujours dans un style sensuel, poétique, parfois cinglant. Mais cette fois-ci, votre roman aborde un thème nouveau, celui des violences sexuelles à l'encontre des enfants. Pourquoi l'aviez-vous choisi? Alors, en vérité, je ne choisis pas vraiment un thème quand je commence à écrire un roman. Disons que je pars souvent d'une colère, d'une indignation, de quelque chose dont j'ai été témoin, de quelque chose vraiment qui me travaille. Et avant tout, j'ai envie en fait, de raconter une histoire et de travailler la langue, surtout. Donc c'est avant tout mon projet, avant tout littéraire. Ensuite, quand on crée ces personnages, quand on a comme ça une histoire avec une intrigue, avec quelque chose de fort à raconter, à un moment donné, il y a des thématiques qui s'en dégagent. Ça ne se fait pas de manière très consciente. Mais après parution du roman, quand on discute avec les autres, on se dit, bah oui, effectivement, j'aborde tel ou tel sujet, où je me rends compte maintenant, par exemple, que mes trois romans ont en commun de parler des différentes dominations sociales. Ils ont ça en commun, même si les histoires en apparence peuvent paraître différentes les unes des autres. Alors justement, sur le thème de la domination, je vais y revenir un peu plus en détail. Je voulais juste en fait cerner le profil des enfants qui composent le principal profil de votre roman. On sent quand même que ces enfants abusés ont nourri une certaine soumission par rapport à leurs bourreaux, au point de s'identifier à eux, de se voir en miroir en eux. Donc ils exercent ou ils expérimentent l'interdit dans les yeux de leur bourreau. Ce syndrome de Stockholm, à votre avis, est-il inéluctable quand on a subi une violence dans notre corps, quand notre corps s'est abîmé avec cette violence? Euh, je pense que oui. En tout cas, mon roman, je pense qu'il ne donne pas vraiment de réponse, parce que je pense que personnellement, je n'ai pas de réponse vraiment très claire à ce sujet. Mais mon roman, en fait, pose certaines questions, et je suis entièrement d'accord avec vous, c'est-à-dire dans le sens où on se rend compte que ce sont des mécanismes, en fait, qui sont connus chez les enfants qui subissent des violences, qui sont maltraités, des enfants qui sont violentés ou violés. En tout cas, souvent, ils n'ont pas, ils sont au plus bas de l'échelle sociale, ils sont au plus bas de l'échelle des dominations, et donc ils ont du mal à comprendre ce qui leur arrive, et donc encore plus de mal à l'exprimer ou à aller à l'encontre de leur bourreau et de sa volonté. C'est des mécanismes d'emprise qui sont aujourd'hui, je pense, connus. Les enfants maltraités le sont souvent d'ailleurs par des gens de leur entourage, voire par leurs parents, et ils restent quand même attachés à ce parent. Ils essayent de lui trouver des qualités, parce qu'il y a une dépendance affective, et même sur tous les plans. Voilà. Un enfant, c'est d'abord une page blanche, c'est l'innocence. Et quel outil intellectuel et psychologique a-t-il pour se défendre? Alors, revenons au thème de la domination. Vous dites que l'amour et le corps sont les premiers territoires de la domination. Ce que nous prenons parfois pour de l'amour n'est qu'une proposition d'asservissement. Domination des grandes puissances sur le tiers-monde, des riches sur les pauvres, des hommes sur les femmes. Lorsque vous écrivez, Leïla, on a l'impression que vous hurlez
sans bruit, comme disait Marguerite Duras. Qu'est-ce qui fait que ce thème de la domination vous parle? Pourquoi vous le mettez à nu sous ces différentes déclinaisons dans vos 3 romans? En fait, quand j'écris, je ne me fixe pas de limite, pas de barrière. Je creuse ce que j'écris, je vais à l'os et donc je ne m'interdis rien. Il ne me semble pas que mes romans soient noirs, néanmoins, il y a toujours ce contraste, au fait, entre les moments de flamboyance sont entiers et les moments de noirceur le sont aussi. Parce que c'est une recherche presque de vérité émotionnelle que je fais. Et quand je dis, par exemple, que le corps est un des premiers territoires de domination, mes personnages, en tout cas, l'expérimentent. Parce que beaucoup de violences s'exercent de manière silencieuse. Et notamment les violences sexuelles, ce ne sont pas des violences... on apprend souvent aux enfants que quelqu'un d'agressif va venir, ils imaginent qu'il va venir de manière... que ça va être quelqu'un de grincheux qui va les attaquer, mais pas du tout. Les violences sexuelles, au fait, ça peut être aussi des caresses qui n'ont pas lieu d'être. Donc vous voyez, le corps peut subir tout ça, une domination qui n'en a pas l'air. En tout cas, l'enfant n'a pas les moyens de décoder tout ça. Et pourtant, c'est une des pires violences qui soit. Alors, justement, vous parlez du côté coloré de votre écriture, qui est très présente d'ailleurs dans vos 3 récits. Euh, euh, Dans votre roman, il y a aussi ce Marrakech touristique qui peuple l'imaginaire occidental. Hein. Donc on a la place Jam El Fna avec ses singes, avec ses musiciens, on a les lampes d'Aladin, on a les hôtels où Argent et Apparat battent leur plein avec de la musique de piste. Euh, Citez-vous ces clichés Leïla, ces clichés orientalistes pour mieux les abattre? Euh, Au fait, je n'ai pas le sentiment que ce sont des clichés. Pour moi, c'est plutôt, au fait, ces personnages, parce que c'est d'abord un roman d'apprentissage, puisque c'est raconté par une adolescente, voilà, qui fait son chemin, hein, un peu dans la vie, et qui observe qui est très lucide par rapport à ce qui l'entoure, mais qui vit pleinement aussi sa vie. Et Marrakech est une ville quand même splendide. Ça, personne ne peut le nier. Et pour moi, c'est plutôt une manière de se réapproprier sa propre ville que de la regarder avec des yeux singuliers, avec des yeux, voilà, et sortir justement, oui, se la réapproprier. C'est-à-dire, ce n'est plus la ville des touristes racontée par les touristes, c'est la ville racontée par ses habitants, et ses habitants de la classe moyenne. Lula, elle appartient à la classe moyenne. Et aussi, il y a quelque chose aussi que je dois avouer, c'est qu'il m'est arrivé de lire des romans d'écrivains français ou autres qui parlent de Marrakech, qui parlent du Maroc. Et par moments, je n'étais pas contente parce que j'ai passé mon adolescence à Marrakech et la vision, enfin, les descriptions ne me correspondaient pas. Et je me suis dit, ben voilà, moi, je vais rendre, euh, en fait, ce n'est que justice que de rendre aussi tout le côté beau de Marrakech à ma manière, tel que moi je l'ai perçu, et faire porter ça à mon personnage. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans la littérature occidentale que vous avez pu lire sur Marrakech? Disons que certains romans, bon, je les citerai pas, qui sont parus par exemple dans les années 70, parlaient d'un Marrakech avec beaucoup de poussière, avec les oiseaux sont bruyants, les femmes ne sont pas belles, elles ont des haïks et tout ça. Bah, voilà, moi dans les années 90, ce n'était pas le cas. C'est plutôt... c'est-à-dire que ces écrivains peut-être allaient vers Marrakech pour des raisons autres, et le côté exotique qui leur plaisait, bon, ils ont tout à fait le droit de le revendiquer et puis d'avoir leur propre vision des choses, mais moi aussi, j'ai le droit aussi de décrire la ville autrement, telle que moi je l'ai perçue, d'où ces pages de description sur le printemps à Marrakech, sur les neiges de l'Atlas alentour. Je ne fais pas une brochure
touristique, bien entendu, mais quand même, ça me semblait important parce qu'il y a un côté très, très sensuel quand on habite dans la ville de Marrakech. Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de... L'art est très présent, l'artisanat, euh, et ça, on ne peut pas De toutes l'occulter. les façons, ça se sent dans vos trois romans. Votre relation à la cuisine, à la musique, à la littérature et au cinéma, Mm. au visuel d'une façon générale, est très prégnante dans la description des personnages et des lieux. Et justement, je voulais savoir, parce que j'ai retrouvé des références incalculables en termes d'écrivains, de romanciers, de poètes, à la fois modernes et anciens. Et j'avais l'impression que, en fait, c'était comme des coups de pétard qui peuplent chaque page de votre roman. C'est comme si vous nous entraîniez dans des allusions diverses et variées sur ce que c'est que la culture du lieu. Vous avez vu juste, et ça me fait vraiment plaisir de l'entendre, parce que quand j'écris, oui, enfin, c'est, j'ai envie vraiment de restituer l'entièreté des sentiments qu'expérimente le personnage et de son environnement. Et donc, et forcément, la musique en fait partie, la nourriture en fait partie. La littérature, pour moi, fonctionne comme la vie. Il y a bien entendu les événements, il y a une intrigue, il y a un dénouement, donc des événements parfois dramatiques qui ont lieu, mais il y a aussi tout l'habillage, tout le côté sensoriel, l'environnement des personnages qui est primordial. Et c'est aussi mon plaisir d'écriture, au fait. Il est aussi là, dans ces moments de flamboyance euh, artistique. Alors, j'ai une dernière question qui concerne en fait vos trois récits. Pourquoi le personnage principal est toujours une fille à la première personne, le jeu? Mhm. Euh, c'est une très bonne remarque. Effectivement, tous mes romans sont écrits à la première personne du singulier, donc c'est un jeu, bien que ce ne sont pas des autobiographies. Euh, mais au fond, en fait, j'aime parler en connaissance de cause. Euh, et, euh, et ce point de vue-là, je l'aime beaucoup, je le revendique au fait quand j'écris, même auparavant, quand j'écrivais des nouvelles, j'ai toujours écrit à la première personne du singulier, et je ne suis pas la seule, des écrivains comme Bret Easton Ellis ou d'autres, je les ai entendus s'exprimer aussi à ce sujet, et je pense que ça donne une sincérité, une profondeur au fait, ça permet tout ça. Mm. Et c'est un jeu aussi, c'est un jeu dans les deux sens du mot, qui cherche aussi à fusionner avec l'altérité. C'est-à-dire, moi, je porte la parole de mes narratrices, de mes personnages jusqu'au bout, et, euh, et j'invite aussi mes lecteurs à en faire autant, en fait. Alors, justement, la narratrice est une fille. Nous sommes dans la communauté des femmes, d'une façon générale. Vous pouvez peut-être nous raconter votre relation avec la cause des femmes. Je sais que vous êtes dans une association au Maroc qui Oui, aide à l'alphabétisation des jeunes filles. tout à C'est bien fait, ça? exactement. Mais ceci dit, quand j'écris, c'est vrai que c'était plus le côté je parle en connaissance de cause. Il y a aussi le fait que il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'expriment en littérature, au fond, en tout cas beaucoup moins. Il y a beaucoup plus d'hommes qui écrivent que de femmes qui écrivent. Et il est arrivé très souvent que les hommes écrivent en utilisant la première personne du singulier pour faire parler des femmes. Voilà. Et moi, je pense qu'on a besoin d'entendre les femmes, même à travers la fiction, et donc ça me semble nécessaire. Et on n'a pas encore fait le tour de toutes les questions relatives aux femmes. Leur point de vue me semble très important, et c'est pour ça que je choisis aussi je fais ce choix littéraire. Mm. En tant que voix diasporique, Laïla, parce que vous habitez en France, vous avez déjà habité au Maroc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'exercice de la littérature dans une terre d'accueil par rapport à ses origines? En quoi vos origines nourrissent votre écriture et en quoi la terre d'accueil aussi joue ce rôle
d'inspiration Mhm. et d'enrichissement Oui. de vos thématiques? Ah, j'aime beaucoup le mot enrichissement parce qu'effectivement, j'ai l'impression que le fait d'avoir deux pays, ça agrandit mon regard, en fait. Ça agrandit mon regard et pour moi, je n'ai rien perdu de ma marocanité. On le sent, Voilà, au contraire, en fait, c'est une addition. Et je ne suis pas moins française qu'un autre citoyen français. Donc c'est plutôt une addition, effectivement, qu'une soustraction. Et c'est quelque chose qui, forcément, enrichit aussi la littérature. Je parle beaucoup de ça dans mon deuxième roman, dans La théorie des aubergines. tout à fait. Oui, je creuse beaucoup ces questions-là. C'était l'histoire de l'insertion d'une communauté de chômeurs via la cuisine Tout à fait. dans un contexte d'exclusion Oui. en France. Mhm. Et l'histoire était justement basée sur une expérience humaine collective dans laquelle l'héroïne a essayé de se comprendre ou peut-être de se réconcilier avec ses origines et avec son milieu d'implantation. Entièrement. On peut s'en sortir grâce à la cuisine? Entre autres, grâce à la cuisine, grâce à la littérature, l'art est là pour ça, l'art culinaire en fait partie, et c'est formidable parce que ça permet aussi d'apaiser certaines de nos angoisses, peut-être certains de nos questionnements, ça permet de trouver quelques réponses et au moins de bien vivre les choses. Mm. Très bien. En dernier lieu, un mot pour UM6P France? Bah, écoutez, je suis vraiment ravie que l'UM6P soit implanté aujourd'hui à Paris. C'est une très bonne chose. Et forcément, c'est un honneur hein, pour moi d'être invitée ici pour présenter mes livres et pour en parler. Vous êtes la bienvenue. Merci Merci. Leïla Bahsein et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.